Bonjour à toutes et à tous et je suis très heureux de vous retrouver ce mercredi. Je sais qu'il fait beau, en tout cas à Paris, et que donc forcément il y aura des absents. Vous pouvez continuer d'ailleurs de nous regarder en live, euh, même lors de votre promenade. Moi, je m'appelle Juro Christian, je suis le fondateur de DeepFab et nous nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des entreprises lors de leur adoption du Web3 et principalement à l'adoption blockchain. Et donc, parmi les entreprises, justement, nous comptons également des cabinets d'avocats, des cabinets de comptabilité, des offices notariaux, etc., etc. Aujourd'hui, la thématique que nous avons voulu mettre en place, euh, c'est comprendre l'utilisation comprendre la smart contractualisation en étudiant un cas assez bien connu dans nos milieux professionnels, qui est celui euh, du NFT. Quand vous entendez parler du NFT, en réalité, on le met un peu à tous les sauces. Là, je lis depuis à peu près 2 jours que le marché du NFT est très bas. Et à chaque fois, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tous ces gens sous-entendent par NFT? Plutôt que de continuer à faire, à dire beaucoup de choses pour en réalité ne rien dire parce que quand on dit NFT, c'est tout ou rien. C'est comme à l'époque, lorsqu'on s'est mis à dire crypto-monnaie, la plupart des gens voyaient Bitcoin et lorsqu'on parlait de Bitcoin et de crypto-monnaie ou des altcoins, eh bien, les gens étaient perdus. Ce qui est génial, c'est que c'est rentré dans un usage public. Par contre, nous, en tant que professionnels, principalement du droit, mais je n'exclus pas également ceux de la compta, vu qu'on en parle énormément avec Maître Kessi Joly, qui est ma co-host au niveau du live LinkedIn que nous avons tous les vendredis de 12h30 de 12h45 à 13h30, qui s'appelle Conversation. L'art de la conversation juridique pour être beaucoup plus précis. Les mercredis, ça va être plutôt des moments de pratique que je vais mener ou peut-être que j'inviterai de temps à autre d'autres professionnels à également faire ces exercices avec moi. Dans l'idée, en tout cas, c'est de vous partager au maximum un certain nombre d'informations parce que je me rends compte que on va très très doucement alors qu'on n'a plus beaucoup de temps, alors que Mika vient de sortir, alors qu'on se souvient bien de ce qui s'est passé lorsque le RGPD a été publié. Aujourd'hui, j'entends encore beaucoup de juristes se plaindre que beaucoup de professionnels, beaucoup de DPO ne sont pas des juristes. Et à chaque fois, je leur répète, je leur réponds de la même façon. Si vous ne voulez pas, vous, en tant que juriste, d'avoir des DPO qui ne sont pas juristes, eh bien, c'est à vous de prendre vos responsabilités et de devenir DPO. Sinon, en attendant, une entreprise qui a besoin de DPO ne va pas attendre qu'un juriste vienne frapper à leur porte. Et donc, c'est dans la perspective justement de l'arrivée de Mika que nous mettons également en place tous ces lives, que ce soit la conversation de chaque vendredi, que ce soit les exercices pratiques de chaque mercredi. Voilà, en tout cas pour le mois de mai, ça va se faire de cette façon-là. Alors, continuons. Aujourd'hui, donc, l'exercice pour nous, ça va être de comprendre ensemble comment est-ce qu'on va utiliser ChatGPT, mais c'est vraiment dans les grandes lignes pour pouvoir facilement comprendre le NFT. Alors, très rapidement, ce que nous ferons, c'est que voilà, nous sommes en train
de commencer l'introduction qui va nous prendre 10 minutes. Ensuite, nous ferons un exercice où vous pourrez en direct également poser vos questions. Je préfère que ce soit de cette façon-là, comme ça nous permet d'interagir. Et enfin, 10 dernières minutes pour faire de la conclusion. Alors, vu que j'utilise justement un outil tiers, je vous demanderai de réagir pour que je puisse savoir à peu près ceux qui sont en ligne, ceux qui suivent. Je vous demanderai également de poser vos questions. Comme ça me permettra de pouvoir les suivre en même temps et parallèlement d'y répondre. Et enfin, je vous demanderai de partager et d'inviter justement vos collègues, vos collègues, votre réseau à s'abonner et surtout à poser des questions pour faire grandir la communauté. Pour moi, c'est ça qui est essentiel. Plus nous serons nombreux et plus on pourra très vite convoyer le message et très rapidement prendre nos responsabilités en tant que professionnels. Et donc, partager énormément, je compte également sur vous. Voilà. Alors, donc nous commençons avec l'introduction. D'abord, on va parler des outils. Les outils pour pouvoir faire cet exercice-là, comme je l'avais mis en description, j'espère que vous l'avez tous lu, c'est ChatGPT. Alors, pardon, c'est d'abord l'IA. Soit vous utiliserez ChatGPT, si vous avez la version payante, c'est tant mieux, ça va être beaucoup plus précis. Si vous avez la version non payante, ça va être un peu plus difficile, mais on finit toujours par s'en sortir. Si vous n'avez pas du tout d'accès aux versions à ChatGPT dans votre pays, c'est sûr que vous avez accès au moteur de recherche Bing. Donc, vous pouvez aller directement vers Bing Conversation pour pouvoir faire l'exercice en même temps que moi. Ou pour pouvoir le faire un peu plus tard si vous regardez en différé. Et puis, bien sûr, pour les plus avancés, qui ont par exemple une API qui leur permette de pouvoir utiliser directement la version GPT, je sais que OpenAI s'est mis à donner à un certain nombre de personnes l'accès à leur API. J'ai leur accès à API depuis un peu moins d'une semaine et il n'est pas mal à être pour son utilisation. De l'autre côté, au niveau des smart contracts, on va parler d'un seul smart contract qui est le ERC 721. Alors, sans plus tarder, on va commencer par parler très rapidement des IA. ChatGPT. Bon, probablement, certains d'entre vous l'utilisent depuis à peu près le mois de novembre ou de décembre. La particularité aujourd'hui, c'est que nous avons plusieurs types. Et l'un de ces types-là, ça va être justement la version qu'on va appeler 3.5 et 4. Moi, j'ai eu la chance de connaître toute la croissance jusqu'à la version 4 qui est payante et voir le changement. Aujourd'hui, ça va être beaucoup moins évident pour ceux qui sont arrivés directement en utilisant la version 4, ChatGPT 4, mais ceux qui l'ont utilisé à l'époque, la version 3.5, se souviendront que les réponses sont plus rapides. Par contre, il faut toujours vérifier ce que le chat nous donne comme réponse parce que parfois, il y a beaucoup d'inventions. Par contre, au niveau du ChatGPT 4, c'est beaucoup plus retenu, le système est beaucoup plus retenu, l'IA est beaucoup plus retenu et beaucoup plus précise. D'où le fait que de plus en plus de juristes l'utilisent aujourd'hui sur des thématiques qui vont au-delà de l'aspect purement juridique, à savoir, par exemple, rédiger un contrat. Ils vont vraiment beaucoup plus loin.
par exemple, en l'utilisant pour tout ce qui est en relation avec la compréhension, par exemple, des smart contracts. Si je me souviens bien, il y a monsieur Maître Lake qui, littéralement, en tout cas, dans l'un de ses dans l'un de ses récents posts, nous avait partagé le fait qu'il a commencé également à utiliser le chat, notamment pour pouvoir comprendre beaucoup plus facilement les smart contracts. Et je pense que justement, c'est en ce sens que l'utilisation ou bien l'usage de ChatGPT en tant qu'IA prend tout son sens pour un juriste. L'utiliser pour faire un travail qu'on fait habituellement, ça n'a pas trop de sens. Par contre, l'utiliser pour faire un travail dont on ne maîtrise pas nécessairement les tenants et aboutissants, c'est beaucoup mieux, surtout si on fait suivre de ce travail-là une formation. Et donc, dans cet ordre d'idées, ChatGPT, j'encourage les professionnels, que ce soit les professionnels du chiffre ou les professionnels du droit, à vraiment prendre un abonnement, à vraiment faire l'expérience de ChatGPT pour vraiment voir et comprendre ce que ça donne. C'est vraiment une expérience unique. Ensuite, Bing Conversation, je l'ai utilisé. Il est très, très extrêmement limité, ce qui fait que les réponses seront extrêmement aussi limitées. Chez Microsoft, en tout cas, ils l'ont bien travaillé pour qu'il ne cause pas de dégâts pouvant les pousser vers des poursuites judiciaires. Donc, si vous l'utilisez, il va falloir être extrêmement bon, enfin, pas extrêmement bon, mais plutôt extrêmement spécifique dans la façon dont vous allez poser vos questions. Donc, voilà. L'un des exercices, c'est utiliser le chat. Les trois types que j'ai listés ici. Croyez-moi, il y a bien plus que trois types de chat d'IA actuellement au niveau du chat. Mais déjà, il faut pouvoir également maîtriser le prompt. Depuis le mois de novembre, il n'y a pas un seul jour ou presque où je passe sans avoir utilisé ChatGPT. Que ce soit dans un train éloigné de mon bureau, je l'ai installé sur mon smartphone parce qu'il est extrêmement bon pour m'aider dans pas mal de sujets sur lesquels je perdais habituellement beaucoup trop de temps. Et enfin, tous ceux qui ont accès à GPT API, eux, ça va être vraiment cette capacité à pouvoir personnaliser leur IA. On personnalise l'IA pour ensuite l'utiliser dans un but très précis qui est, par exemple, celui de la création dans son cabinet d'avocat ou d'expert comptable ou dans son office notarial d'un assistant virtuel qui comprend les codes de l'entreprise et qui peut ensuite, à partir de ces codes-là, développer une ligne, entre guillemets, éditoriale pour cette entreprise. Voilà. Ensuite, nous passons à l'étape suivante qui est celle des smart contracts. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour que je puisse avoir une idée du nombre de personnes qui sont là et surtout des questions que vous allez me poser. Comme ça va me permettre d'être beaucoup plus précis dans ce que je fais. Est-ce que je suis à la bonne vitesse pour tout le monde? Est-ce que je réponds également à vos questions, etc., etc. Voilà. Alors, au niveau du smart contract ERC 721, nous avons 3 points très importants. Le premier point, c'est qu'est-ce que c'est qu'un ERC? Le second point, c'est le standard. Et le troisième point, c'est la composition
du smart contract. Alors, d'abord ERC, d'où ça vient? Eh bien, cela vient de ce que nous appelons aujourd'hui la blockchain Ethereum. Qu'est-ce que la blockchain Ethereum par rapport aux autres blockchains existantes? Eh bien, la blockchain Ethereum, c'est une des blockchains qui est apparue après Bitcoin. Une, en tout cas, des plus connues, sachant que entre l'apparition de Ethereum et l'apparition de Bitcoin, il y a quand même, on peut citer Ripple, on peut citer le Lightning Network. Mais en termes, par exemple, de capitalisation, le Ethereum vient en deuxième position. Et la particularité de Ethereum, ou du moins dans son livre blanc, c'est que nous voyons apparaître ce qu'il appelle le concept de contrat intelligent. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il l'a défini dans un premier temps en disant que c'était des programmes ou des scripts, pour être beaucoup plus précis, qui permettaient d'automatiser un certain nombre d'actions. Et parmi ces actions, eh bien, il y a tout ce qui est en relation avec les relations contractuelles. Le smart contract ne naît pas avec la blockchain Ethereum. Il apparaît déjà dans les années 90 avec notamment un juriste et ingénieur qui s'appelle Nick Szabo. C'est vraiment Nick Szabo qui a mis en place le concept même de smart contract. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que un contrat prenait extrêmement trop de temps. Et donc, il fallait trouver un moyen de l'automatiser pour fluidifier les transactions, pour fluidifier les relations contractuelles entre les co-contractants. C'est là qu'est sorti tout le concept de smart contract. Les juristes se sont plaints du fait que Vitalik Buterin, qui est un des cofondateurs de Ethereum, l'a appelé smart contract et pour se défendre, j'imagine que c'est pour se donner, pour essayer de contenter les juristes, il a parlé plutôt de script. Mais en réalité, quand on regarde le fonctionnement ou bien ce qu'est le smart contract, c'est vraiment un contrat, sauf que à la place des mots que l'on voit habituellement, c'est le code qui fonctionne. Ensuite, au niveau du standard, eh bien, chaque smart contract, ou du moins les smart contracts les plus utilisés dans la communauté Ethereum, sur la blockchain Ethereum, sont appelés des standards. Pourquoi standards? Parce qu'ils vont être revus par l'ensemble de la communauté qui va les accepter, les adopter et les utiliser. Et donc, le ERC721, c'est un standard qui permet de représenter tout bien non fongible. Par non fongible, on va entendre une chose qui ne peut pas être divisée sans qu'elle ne perde sa valeur. C'est une des définitions les plus bateaux que je donne à chaque fois. Pourquoi? Lorsqu'a été mis en place le ERC 721, l'idée c'était de pouvoir permettre déjà de fluidifier les transactions, ça c'est toute la philosophie de Ethereum, mais surtout de rendre liquide ce qui jusqu'alors était non liquide. Exemple, parlons de l'immobilier. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est un actif extrêmement peu liquide, pour ne pas dire non liquide. Si vous avez une cinquantaine de biens immobiliers, félicitations, mais ils sont non liquides. Pour que vous vous sépariez d'un de vos biens, c'est tout un parcours du combattant. Donc,
à l'époque, lorsqu'on a mis en place le standard ERC 721, c'était de dire on va représenter un bien qui est difficilement divisible. Sinon, s'il était facilement divisible, ce sera un bien, un fungible token, un token fungible. Et ensuite, on va faire en sorte que, une fois qu'on a représenté ce bien-là, il soit beaucoup plus facile à être transféré d'une personne A à une personne B. Et donc, c'est dans cet ordre d'idées qu'est né le ERC 721. Aujourd'hui, il y a extrêmement beaucoup de ce que nous pouvons appeler d'inventions autour du ERC 721 au point où, par exemple, on a cette capacité de pouvoir, par exemple, fractionner un bien non fongible. Quand je dis fractionner, c'est plutôt qu'on fractionne sa valeur au lieu du bien en lui-même. Donc, ça veut dire que vous pourriez, dans un avenir très proche, détenir, par exemple, 10% d'un bien immobilier d'un quartier UP, 50% d'un bien immobilier dans un village, 80%, etc., etc. Et donc, d'un point de vue purement professionnel, ce que j'appelle le point de vue juridico-technique, et pour ça, je fais un coucou spécial à maître j'ai complètement oublié son nom, je me rappellerai d'elle au fur et à mesure, qui aujourd'hui est en train d'étudier le droit, enfin, qui est aujourd'hui en train d'étudier la programmation pour pouvoir justement entrer de plein pied dans ce nouveau monde et faciliter, entre autres, l'adoption par les juristes, l'adoption par les avocats de ce nouveau monde. Et donc, pour pouvoir faire ça beaucoup plus, pour pouvoir comprendre beaucoup plus simplement la composition de ce ERC 721, on le divise en événements et en fonctions. On va comprendre pourquoi. Les événements et les fonctions permettent de pouvoir, d'une part, laisser des traces, ça ce sont des événements, et d'autre part, faire des transactions. Donc, merci beaucoup Shadrach et bienvenue. Donc, au niveau des fonctions, en fait, vous pouvez comparer les fonctions à ce que nous appelons dans notre langage juridique et professionnel des clauses. Chaque fonction que vous voyez, par exemple balance off, en réalité, c'est une clause. Owner of, c'est une clause. Save transfer from, c'est une clause. Approve, c'est une clause. Set approval for all, c'est une clause. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que à chaque fois que vous allez voir quelqu'un dire que je viens de transférer un NFT à telle personne, ou bien je viens de transférer du Bitcoin à telle personne, eh bien cette personne qui vient de faire le transfert et celle qui vient de recevoir le transfert, sans s'en rendre compte, ont littéralement touché des clauses juridiques liées aux droits des contrats et obligations. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'effectivement un transfert a été fait? C'est là qu'on se tourne vers les événements, parce que si je fais un transfert, donc ça va être utiliser la clause qui va s'appeler Save Transfer From. La clause dans un langage normal, ça peut être faire le transfert ou bien faire la transaction. Eh bien, la preuve qui va se créer sur la blockchain sera encapsulée dans l'événement transfert. Donc, cette clause-là, qui sera littéralement écrite sur la blockchain, va être difficile à être effacée. Vous ne pourrez pas l'effacer. Ensuite, si jamais vous mandatez
vous êtes, supposons par exemple, propriétaire d'un certain nombre de biens mobiliers et que vous mandatez un représentant pour qu'il vende votre bien. Donc, vous allez utiliser la clause qui s'appelle « approve » pour permettre à cette personne-là de pouvoir tranquillement faire le transfert à votre place. Cette personne-là, pour qu'elle puisse faire une fois qu'elle a fait le transfert, pardon, eh bien, il y aura une preuve juridique qui va se créer sur la blockchain et qui portera le nom de approval. S'il s'agit de faire une vente en groupe de plusieurs biens non fongibles, ça peut être par exemple des biens que vous achetez depuis la Chine, eh bien, vous pouvez faire en sorte que via un intermédiaire qui se trouve par exemple en Chine, eh bien, vous pouvez lui dire, OK, on va utiliser la clause qui s'appelle set approval for et je vais te donner l'approbation sur le fait d'acheter ces biens pour moi et ensuite, moi, je vais attendre qu'il y ait l'événement approval for all qui sera créé en tant que preuve. Est-ce que jusque-là, vous comprenez? Sinon, est-ce que vous avez des questions? Voilà. On va continuer. Maintenant, on a vu les fonctions, on a vu les événements. Enfin, si vous voulez, on a vu les clauses et on a vu la création des preuves de ces clauses-là sur la blockchain. Maintenant, nous allons voir leur implication juridique. Parce que chaque élément a son implication juridique du fait même que cet élément-là aura forcément une conséquence juridique ou juridico-technique à gérer. Commençons par ce que nous appelons balance off. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, balance off, c'est une fonction ou une clause juridique, enfin une clause que j'appelle plutôt juridico-technique, dans le sens où ça va représenter une clause juridique dans le sens du contrat traditionnel sur la blockchain. Et cette clause-là, donc, je vais utiliser de façon interchangeable fonction et clause. Comme ça va devenir très facile pour vous à comprendre. Lorsque nous prenons donc la clause ou bien la fonction balance off, eh bien, cette fonction sert à indiquer le nombre de biens réels ou fictifs, enfin, le nombre de biens réels ou virtuels qui sont représentés par le NFT que, par exemple, va détenir un de vos clients. Et donc, qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que, d'un point de vue juridique, cette clause-là ou bien cette fonction va permettre de vérifier la détention d'un actif numérique, donc, ou bien la représentation de cet actif-là. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, des bâtiments, tout comme ça peut être un tableau d'art. Ce qui peut être utile ou qui va être utile lorsqu'on va essayer de déterminer la propriété et la responsabilité de ce bien en cas de litige ou de contestation. Par exemple, ça, en Afrique, c'est, si on se rappelle de ce qui se passe sur le continent, c'est tout ce qui sera en relation avec, comment nous appelons ça, le cadastre, le foncier. Généralement, en Afrique, récemment, je regardais une vidéo sur TikTok où une personne est partie littéralement démolir une maison qui était construite par une autre personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce terrain-là a été vendu 2-3 fois à
3, 4, 5, 6 personnes différentes par 2, 3, 4, 5 personnes différentes. Or, si nous utilisons par exemple le cas des NFT pour pouvoir justement représenter ce bien immobilier, ce terrain par le NFT, eh bien, ce qui va en résulter va être que nous saurons qui est le propriétaire immédiatement via le cadastre, mais également le propriétaire sera capable dans l'immédiat de dire oui, c'est moi, je valide que je suis le propriétaire. Et donc, balance off va permettre de vérifier exactement si c'est lui le propriétaire. Et la deuxième clause, donc la deuxième fonction, celle qui suit, qui s'appelle owner, owner of, owner c'est généralement le propriétaire, donc le owner of c'est le propriétaire de cette clause, donc cette fonction, va renvoyer à l'identité du propriétaire du bien ou bien de l'actif qui est représenté par le NFT. Donc, le owner of va permettre d'établir l'identité du propriétaire d'un bien représenté par le NFT, ce qui peut permettre de littéralement parler de droit d'exploitation, de parler également de droit d'auteur, de responsabilité, de transfert, etc., etc. Et donc, le owner of, pour pouvoir le mettre en place, il faut passer ce que nous allons appeler le KYC. Et le KYC va permettre de définir exactement qui est la personne derrière cette identité-là. Si je me suis identifié via mon numéro de téléphone, par exemple, quelque part au Togo ou bien au Mali, eh bien, l'État va faire en sorte qu'à partir de ce numéro de téléphone, on sache qui est le propriétaire de ce terrain-là. Et je sais que dans certains pays, pour avoir accompagné un certain nombre de projets, aujourd'hui, pour littéralement faciliter la numérisation ou bien l'introduction du numérique dans la population, on va énormément utiliser le numéro de téléphone. On va utiliser le numéro de téléphone comme étant un ID ou comme étant un wallet permettant d'une part de payer, mais également de faire bien plus que simplement acheter ou vendre des choses. Ensuite, on va à la clause ou à la fonction suivante qui s'appelle Save Transfer From. Cette clause ou bien cette fonction va permettre de transférer un actif, en tout cas la représentation de l'actif qui est représenté sous forme de NFT, d'une personne A à une personne B en vérifiant que effectivement cette personne, le wallet, donc le porte-monnaie de cette personne est capable de recevoir ce bien qui va être transféré. En d'autres termes, c'est juste une clause qui permet d'envoyer à une personne donnée l'actif une fois que cette personne a payé pour y accéder. Donc, du point de vue juridique, ça va être un transfert sécurisé, un transfert de la propriété qui va permettre d'éviter de nombreux litiges potentiels. Par exemple, je transfère un actif et chemin faisant, il est perdu quelque part. Même du point de vue de Internet, il est par exemple volé par quelqu'un. Je sais que récemment, par exemple, une des banques au Mali a été, comment on appelle ça, hackée. Et à la suite de ça, on a vu les données circuler sur la toile, sur Internet. Voilà.
et potentiellement, qui sait, en tout cas, dans pas mal aujourd'hui de vols qui sont faits, de piratage qui sont faits, c'est qu'on a facilement accès aux porte-monnaies électroniques qui ne sont pas du tout des porte-monnaies blockchain qu'on appelle des wallets ou des crypto-wallets et qui permettent très facilement de venir et de rafler l'argent que vous avez dans votre wallet. Et justement, on a très récemment une startup qui est dans une banque qui a essayé de mettre en place une clause qui lui permettait très facilement d'aller piocher dans le wallet d'une personne sans sa permission le contenu. Et on analysera le contrat intelligent, le smart contract de cette startup-là. Bon, je pense que la plupart, vous avez vu passer la nouvelle, c'était une startup qui s'appelle Forge, qui est une startup de la Société Générale et qui s'occupe de tout ce qui est Web3 et donc au sein du Web3, la partie blockchain. Donc, la semaine prochaine, nous allons parler du smart contract de Forge, Société Générale, pour notamment analyser les aspects de responsabilité ou de violation de propriété, ou du moins du droit de violation en termes de droits de l'homme. Voilà. Et donc, avec la clause Safe Transfer, eh bien, on peut de façon sécurisée transférer son avoir à une autre personne, que ce soit un transfert qui va être par exemple un cadeau ou alors que ce soit un transfert qui va être plutôt un achat, etc. etc. Nous avons deux autres clauses / fonctions, c'est approve et set approval for. Alors, la fonction approve, c'est une fonction, bien c'est une clause qui permet au propriétaire d'un actif de donner à une autre personne, une personne tierce, l'autorisation d'être son mandataire. Donc, l'autorisation de pouvoir vendre ou bien de pouvoir transférer un bien spécifique. Ça veut dire qu'il ne va pas donner à ce mandataire la possibilité de pouvoir vendre tous ses biens. Il va juste lui donner la possibilité de pouvoir vendre un bien qui est représenté sous forme de NFT. Alors, juridiquement, cela va équivaloir à donner un pouvoir légal à un tiers pour agir en son nom. Et donc, ce qui va arriver, ça va être, on peut le voir en termes de responsabilité et de contrôle, parce que la partie approuvée, ou du moins la partie mandataire, peut effectuer des transactions avec l'actif sur lequel il a le pouvoir, sans l'intervention directe du propriétaire. Alors, vous m'excuserez parce que je confonds énormément mandataire et mandaté. Ouais. Conséquence d'être polyglotte. Parfois, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc, si jamais vous voyez que je suis en train de confondre les deux, voilà, je parle de la personne à qui on donne le pouvoir de pouvoir agir au nom d'eux. Donc, pour ça, il faut qu'on mette en place une clause ou bien il faut utiliser la clause qui s'appelle approve. Et la dernière clause ou bien la dernière fonction s'appelle set approval for. Cette clause ou bien cette fonction permet au propriétaire d'un actif de donner à nouveau ce mandataire ou bien ce mandaté l'autorisation de transférer un ensemble de biens représentés sous forme de NFT. Donc là, ça va être par exemple, j'ai par exemple, prenons un bien, je vends par exemple 5 lots de terre. Et j'ai mon mandataire qui est là, et donc je vais utiliser la clause set approval for all pour lui permettre de vendre
pour lui permettre de vendre ces 5 lots en une fois. Ça ne veut pas dire que le mandataire va... Pardon, ouais. Je vais les utiliser de façon interchangeable, comme ça, vous ne vous perdrez pas au cas où je suis en train de me mélanger un peu les pinceaux. Donc, la personne mandatée sera en mesure d'accéder à ces 5 lots et ensuite soit de les vendre tout d'un coup ou bien de les vendre un à un. Par contre, pour qu'il puisse accéder à ces 5 lots, il va falloir que le propriétaire lui donne l'accès aux 5 lots d'un coup. Donc, ça va être une fonction ou bien une clause qui va permettre au propriétaire de pouvoir lui donner ce pouvoir-là. Et donc, là, vraiment, quand j'ai parlé de ça sans tenir compte, j'ai parlé de ces différentes clauses sans tenir compte de l'espace juridique. Quand je dis espace juridique, j'ai fait mes études de droit en Russie, notamment le droit des contrats et obligations. J'ai fait une autre partie de mes études ici en Europe, à l'université Grenoble-Alpes. Donc, je ne peux pas vous dire exactement ce qui va se passer dans le droit russe, là, sur le moment, ou dans le droit français sur le moment. Donc, je généralise à vous de l'appliquer spécifiquement dans votre juridiction. Est-ce que vous avez jusque-là des questions? OK. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on va continuer avec les événements. Les événements également permettent d'avoir des implications juridiques, des conséquences légales, parce que la particularité des événements réside dans le fait de créer des preuves. Des preuves pour quoi exactement? Des preuves qui permettent de, soit au propriétaire, soit à la personne mandatée, de montrer qu'il y a eu effectivement un transfert. Si, via la blockchain, je peux créer des preuves, ça veut dire que littéralement, là où les personnes naturellement, entre guillemets, chargées de vérifier l'exécution d'un contrat, eh bien, ces personnes vont sauter, tout simplement. Ça va être des tiers de confiance dont on n'aura plus besoin. En tout cas, sur principalement cette... comment on appelle ça? Sur cet élément bien spécifique. Donc, on a 3 événements ici que j'ai voulu mettre en avant parce que je pense que c'est parmi les éléments les plus importants. Le premier élément s'appelle transfert. Donc, lui, il va être créé. Donc, c'est une preuve qui va être créée lorsque on aura un transfert d'un bien, d'un actif d'une personne A à une personne B. Et donc, cela va sous-entendre un changement de propriété, puisque le bien va partir va partir de A vers B. Et donc, on peut tout de suite parler, ça va dépendre du type d'actif. Si c'est un actif artistique, on va parler par exemple de l'application des droits d'auteur. Si c'est un bien immobilier, on va parler des droits de propriété, droits d'exploitation, etc., etc. On va également parler de responsabilité associée à cet actif-là. Et donc, l'événement transfert va littéralement nous permettre de pouvoir dire nous avons la preuve qu'un transfert a été effectué et que le bien est désormais dans les mains de B qui est à 100% responsable de ce qui lui arrive. Supposons que par exemple, une voiture vient changer de main, passer de A vers B. OK? Ensuite, l'enfant de, supposons, A va prendre la voiture et avoir un accident avec lui. Supposons qu'on ne sait pas, qu'on vient tout de suite d'appeler A pour lui dire votre voiture a été accidentée, on vous attend sur place.
Et lui répond, non, désolé, la propriété du véhicule a été transférée à B. On vérifie sur la blockchain, on regarde la preuve transfert, on se rend compte que effectivement c'est ce qui s'est passé. Maintenant, dans les faits, eh bien, B vient sur place et se rend compte que c'est l'enfant de A qui a utilisé la voiture sans le consentement de A et qui a fait un accident. Donc, tout de suite, c'est assez clair pour tout le monde que la propriété en termes de responsabilité va être à B. Par contre, la responsabilité en cas d'accident va se faire sur l'enfant de A et donc par extension, si cet enfant est mineur, c'est A qui va devoir payer les pots cassés. Et donc, de cette façon-là, on va littéralement utiliser l'horodatage pour regarder à quel moment précis, le bien a été transféré de A vers B, à quel moment précis il y a eu cet accident-là, faire toutes ces comparaisons-là et devant le juge, ça va être beaucoup plus simple de dire oui, effectivement, je suis B, je suis le propriétaire du véhicule. Par contre, vu qu'il a été, entre guillemets, par exemple, volé par le fils de A, eh bien, c'est au fils de A et donc par extension à A de payer les pots cassés ou alors c'est le fils de A qui va les payer. Ça peut également s'appliquer sur le transfert de propriété d'un lot de terre en Afrique, etc., etc., etc. Ensuite, nous avons la deuxième fabrication de preuves, ou du moins le deuxième événement qui s'appelle approval. Donc, cet événement ou bien cette preuve est mise en place, est créée lorsque une personne A approuve à une personne B, ou du moins lui donne le rôle de mandataire pour pouvoir en son nom effectuer une transaction. Juridiquement, cela équivaut à accorder un pouvoir légal à une autre partie, comme on le disait tout à l'heure, au niveau des clauses, au niveau des fonctions, pour agir en son nom ou bien pour agir au nom du propriétaire. La particularité, par contre, de la preuve approval, c'est le fait que ça va être beaucoup plus clair lorsqu'il s'agira de prouver que effectivement je suis A et j'agis au nom de B. Je suis B et j'agis au nom de A, A étant le propriétaire qui m'a accordé le pouvoir légal d'agir en son nom. Si quelqu'un vient vous voir, vous voulez acheter un terrain et qu'il vous dit oui, effectivement, je représente monsieur ou bien madame A, et donc toutes les questions liées à l'achat-vente de ce terrain me concernent principalement. Eh bien, vous lui dites, montrez-moi une preuve dans la blockchain qui affirme que effectivement vous êtes la personne désignée légalement pour agir au nom de A. Et s'il n'y a pas cette preuve, c'est que la personne que vous avez en face de vous est un escroc. Et les escrocs, il vaut mieux parfois les enfermer. Voilà. Et le dernier point, ça va être approval for all. Comme vous l'aurez compris, l'approbation, c'est au niveau de approval, tout simplement, c'est un bien, mais approval for all, c'est lorsque ça va être un lot de biens qu'il faut, pour lequel il y a besoin d'approbation pour transfert. Voilà, c'est ça la petite différence. Donc, littéralement, les implications juridiques entre les deux éléments sont tout pareils, moins la quantité chez l'un ou l'autre. Voilà, donc ça, c'est ce que nous appelons d'un côté les clauses ou fonctions lorsqu'il s'agit des smart contracts. Donc, lorsqu'il s'agit des contrats purs et simples, ce sont des clauses. Lorsqu'il s'agit de smart contracts ou bien des contrats intelligents, ça va être des fonctions. Donc, je répète encore une fois pour que ce soit bien clair. Lorsqu'on va parler
de contrats traditionnels sur papier ou bien numérisés, on va parler des clauses. Lorsqu'on va parler de contrats intelligents ou smart contracts, on va plutôt parler de fonctions. Donc, une fonction équivaut à une clause, ou bien une clause équivaut à une fonction. Ça, c'est le nouveau droit que je partage depuis au moins 2017. Ou en tout cas, c'est un des futurs possibles et déjà certains du droit. Principalement du droit des contrats et obligations. Mais on pourra revenir sur les autres implications, sur les autres changements qui viennent, notamment dans notre conversation du vendredi de 12h45 à 13h30 avec Maître Kessi. Et dans ce vendredi, par exemple, nous allons parler de l'IA pour une fois, et on va parler notamment de l'aspect RGPD, protection des données, dans un sens plutôt général. Voilà, on revient sur notre sujet. Donc, ça, c'était ce que je voulais partager avec vous au niveau du smart contract. Et maintenant, comment est-ce qu'on utilise ChatGPT pour pouvoir nous simplifier la tâche? Bon, alors, ceux qui ont la possibilité d'accéder à ChatGPT, je vous conseille d'y aller immédiatement. Comme ça, cela vous permettra de pouvoir commencer à vous exercer en même temps que moi. Très rapidement, ChatGPT, en utilisant, cela va vous permettre de vous simplifier la compréhension du smart contract. Donc, littéralement, comme vous l'avez remarqué, la plupart des clauses dans un smart contract sont en anglais parce que c'est la langue par défaut de toutes les blockchains et littéralement de tout le système informatique. Donc, on n'a pas trop le choix. Par contre, en utilisant ChatGPT, vous pouvez très facilement vous simplifier la compréhension d'un smart contract, notamment comprendre à quoi, par exemple, correspond la clause transfert, à quoi correspond la clause approve, etc., etc. Ensuite, ChatGPT va vous permettre d'analyser le smart contract d'un point de vue purement technique. Une clause, c'est un ensemble de conditions. Une fonction, c'est un ensemble également de conditions. J'ai toujours ri lorsque j'ai vu un certain nombre de professeurs décourager les jeunes juristes à ne pas se former, à ne pas fouiller pour comprendre ce qu'un smart contract parce que pour eux, une fonction, c'est juste un ensemble de conditions. Et à chaque fois, je leur ai posé la même question. Si une fonction, c'est un ensemble de conditions, qu'est-ce qu'une clause? Une clause, c'est un ensemble de conditions. La seule différence, c'est l'environnement dans lequel on l'utilise. La clause s'utilise sur du papier parce que c'est le support sur lequel on utilise est fait pour écrire à la main ou bien numériser avec du clavier. Et une fonction, c'est également un ensemble de conditions, mais qui vont être comprises par une machine qui va jouer le rôle de témoin pour ce qui va se passer entre deux personnes. Et donc, dans cet ordre d'idées, la fonction, tout comme la clause, c'est juste un ensemble de conditions qu'il faut remplir pour respecter un engagement. Donc, encore une fois, chers professeurs, surtout professeurs spécialisés en droit du numérique et professeurs spécialisés en droit des contrats et obligations, ne flouez pas vos étudiants en leur disant qu'une fonction ou bien qu'un smart contract, c'est juste un ensemble de codes. Vous les amenez droit dans le mur et ils vont se cogner très, très fort. Je suis juriste, j'ai fait 10 ans de droit. Mais je peux dire avec certitude que nous avons un nouveau type de support qui est l'ordinateur sur lequel
nous allons travailler dans le futur. Et l'un des supports privilégiés pour les juristes, ça va être la blockchain et le smart contract. Donc, pour moi, ce serait une urgence de commencer à obliger, je dis bien à obliger, les étudiants qui sont déjà en première année de droit à avoir ne serait-ce qu'une formation de logique sur le fonctionnement d'un smart contract ou alors d'un langage de code. Moi, lorsque j'étais en droit à l'université en Russie, on nous a obligés à passer tout un semestre à bosser sur la logique, dont la logique mathématique. Et aujourd'hui, et après ça, ça m'a servi. Ça, je suis en 2011-2012. Ça m'a servi parce que juste après, je suis tombé justement, ou dans le même temps, je suis tombé dans cet univers, dans cet écosystème qui s'appelait à l'époque Bitcoin / Lightning Network, où on m'a demandé, ou du moins on m'a forcé, on m'a obligé à apprendre à coder, en commençant par Java que je déteste jusqu'aujourd'hui, mais ça m'a quand même permis de commencer à utiliser le smart contract d'un point de vue purement juridique. Voilà. Donc, vous, je pense, en tout cas, les juristes actuellement, vous avez cette chance-là de ne pas la prendre à la dure, mais de la prendre via ChatGPT qui va littéralement simplifier la compréhension de cet outil qu'est le smart contract que vous utilisez et que vous allez être obligé d'utiliser, que vous le vouliez ou non. Parce que là, aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un moment, à une étape importante où il faut qu'on se dise la vérité en tant qu'adulte. Vous allez devoir utiliser la blockchain, vous allez devoir utiliser le smart contract, surtout si vous faites du droit des affaires, du droit des contrats et obligations, tout ce qui est en rapport avec un contrat, propriété intellectuelle, etc., etc. Vous allez utiliser le smart contract d'une façon ou d'une autre. Et si vous écrivez littéralement un contrat et à côté, c'est un smart contract qui est utilisé et que vous rédigez un contrat traditionnel sans tenir compte des clauses, donc des fonctions qui se trouvent dans le smart contract, si jamais demain il y a une conséquence juridique, c'est vous qu'on va attaquer en premier. Parce que vous n'aurez pas fait votre boulot comme il se doit. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis de collègue à collègue. Et enfin, les deux derniers points, définir son implication juridique. Donc, vous avez vu tout à l'heure comment est-ce qu'on a d'abord bossé sur les aspects techniques et ensuite leur répondant juridique dans le monde réel. Si on change d'outil de communication, on change également de méthodologie systémique, ou du moins, on change littéralement de façon de transacter, de façon d'échanger, de façon de penser. Et le smart contract, c'est un outil pour lequel il va falloir se former, qu'on le veuille ou non. Et vous pouvez déjà vous former gratuitement. Nous avons une chaîne qui s'appelle également DeepFab sur YouTube. Nous allons continuer de faire pas mal de pratiques également sur LinkedIn. Nous avons sur YouTube un peu plus de 100 vidéos où vous pouvez vous former gratuitement à toute cette nouvelle façon de penser avant de vous faire une idée et surtout de rentrer très vite et très tôt dans le bain parce que lorsque Mika va venir, même si vous faites une formation Mika en pur et dur, vous n'aurez fait que le travail à moitié. Il va falloir, en plus de Mika, vous former au concept juridico-technique de la blockchain et du smart contract. Ça, c'est une réalité que je préfère partager avec vous. Et donc, une fois que vous avez une base au niveau de la compréhension du smart contract et de la blockchain par extension, eh bien, il va falloir que vous arriviez à rédiger un contrat équilibré, un contrat qui tient compte des clauses
comprenant un contrat traditionnel ainsi que leurs conditions, mais également des clauses qui sont contenues dans le smart contract que nous appelons des fonctions et leurs conditions, et comment est-ce qu'on les match ensemble pour mettre en place un contrat équilibré qui ne vous met pas en porte-à-faux par rapport à votre client et qui ne met pas votre client en porte-à-faux par rapport à ses co-contractants. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Si vous en avez, je suis preneur. Sinon, on continue de foncer. Alors, pour ça, nous allons avoir besoin, pour utiliser ChatGPT, nous allons avoir besoin de bons prompts. Les bons prompts vont vous donner les bons résultats. Les mauvais prompts, eh bien, ça va vous conduire droit dans le mur. Il va falloir également avoir besoin, il va falloir mettre en avant votre expertise. Nous avions fait, Maître Kessie et moi, un live conversation juridique en anglais où justement nous parlions des conséquences de ChatGPT dans le monde en général, dans le monde professionnel en général et plus particulièrement dans le monde juridique et comptable. Et on s'est tout de suite rendu compte que il y avait cet esprit ou bien cet adage qui circulait qui disait que ChatGPT va rendre les bons meilleurs et les médiocres très mauvais. En réalité, non, c'est pas comme ça. En tout cas, par expérience, depuis le mois de novembre, en utilisant ChatGPT, j'ai été obligé de faire pas mal de recherches parce que surtout le 3.5 et le 4 m'ont obligé à approfondir ma façon de faire des recherches, ça c'est un, mais surtout approfondir ma façon, ou du moins changer ma façon de penser. Ça c'est deux. Et trois, je pense que ça m'a rendu meilleur par rapport en tout cas à ce que je faisais. Par contre, certaines personnes que je forme sur ce sujet-là, même si sur certains sujets, ils étaient assez mauvais, aujourd'hui, ils sont plutôt assez bien. Pourquoi? Parce que ChatGPT, littéralement, se met à votre niveau. ChatGPT va se rendre compte avec l'utilisation, ou du moins avec les prompts, les questions que vous lui posez, ce que vous lui demandez de faire, et de votre niveau de connaissance, et va littéralement essayer d'être à votre niveau. En tout cas, c'est le ressenti que moi j'ai eu et que j'ai toujours lorsque j'utilise ChatGPT. Et donc, à partir de là, si vous êtes assez bon, mais pas très bon, eh bien, l'expertise entre vous et quelqu'un qui est plutôt très bon en si vous êtes dans le même champ de travail, eh bien, il sera meilleur que vous. Vous serez probablement un peu plus bon, mais vous ne pourrez pas le rattraper tant que vous ne faites pas un effort pour littéralement aller au-delà du toit. Donc, vraiment foncer. Et le dernier point pour moi, c'est la nécessité de vous former. Que vous le vouliez ou non, il va falloir que vous vous formiez. C'est une nécessité. À la limite, c'est un devoir. Ça va être un devoir dès que on sait que MiCA a été adopté le 20 avril, lorsqu'on va commencer son application et que vous irez donner des conseils juridiques à vos clients, vous allez devoir être armé de connaissances techniques sur ce qu'est les différents smart contracts les plus utilisés. C'est le ERC 721 pour les NFT. C'est le ERC 20 que nous allons voir en troisième position dans ce mois. Le ERC 20 pour les ICO. Ça veut, de plus en plus, je pense, en tout cas d'ici les 2 prochaines, voire maximum 5 prochaines années, de plus en plus de levées de fonds vont se faire avec les ICO, donc en utilisant le ERC 20. Et il sera de votre devoir
de pouvoir expliquer à un entrepreneur qui vient vous voir ce que c'est que le ERC20, ce que c'est que le token fongible par rapport au token non fongible et pourquoi il est préférable de faire une levée de fonds en utilisant le token fongible, le ERC20, plutôt que le token non fongible, le ERC721, ou alors pire, lorsqu'il va vous dire, OK, moi j'ai entendu que c'est possible d'utiliser un token mixte qui permet à la fois de pouvoir lever de l'argent, des fonds en utilisant un token qu'on appelle le ERC 1155 qui permet de créer des tokens fongibles et des tokens non fongibles. Si vous n'avez pas cette connaissance-là et que vous avez Mika, on va avoir des procès sur procès. Je suis sûr et certain. Voilà. Je suis assez franc et stoïque quand je parle de ces sujets-là parce que je me rends compte de la responsabilité, en tout cas que moi j'ai à mon niveau pour vous enseigner tous ces éléments-là. Et donc, n'attendez pas de moi une forme d'empathie ou de sympathie. Il va falloir foncer dans le mur comme Maître Osni le fait. Donc, c'est d'elle dont je parlais tout à l'heure. Nous avons fait un interview ensemble que j'ai posté justement sur YouTube et que vous pouvez aller regarder. Elle est à l'école 42 et donc elle a compris que littéralement pour faire son job, il va falloir qu'elle soit bon également dans la compréhension des smart contracts d'un point de vue technique. Voilà. En conclusion, une IA, on va devoir voir une IA pour chaque cabinet d'avocats, pour chaque cabinet d'experts comptables, pour chaque office notarial. Il va falloir changer de mindset. Et il va falloir faire beaucoup de formations. OK, je vais revenir sur tout à l'heure pour répondre aux différentes questions. Alors, on va faire très rapidement l'exercice pratique. Comme ça vous permet de voir quel prompt, par exemple, il faut utiliser à minima pour pouvoir s'assurer qu'on travaille littéralement en utilisant enfin, en ayant le plus d'impact possible. Donc, alors, je vais me faire un nouveau chat. Tac. Comment est-ce que je peux faire ça? Alors, donnez-moi juste un instant pour que je puisse mettre la petite table pour vous. Tac. Voilà. Voilà, je peux le partager avec vous sans problème. Alors, c'est parti pour le partage.
Voilà, ça c'est un de mes comptes que j'ai décidé de partager avec vous. En principe, vous devriez le voir. Il y a pas mal de petits trucs pour que vous voyez à peu près déjà comment je classe mes différents sujets. Donc, nous, voilà, je vais vous montrer certains éléments que je juge assez importants. Le premier, c'est que j'utilise le modèle GPT-4. C'est super important. Il y a une grande différence entre le GPT-4 et le GPT 3.5. Je vais vous montrer pourquoi. Lorsque vous venez ici et que vous, par exemple, vous voulez choisir le modèle à utiliser, vous voyez qu'il y a littéralement ici 3 modèles et à chaque fois, il vous dit les différences. Je pense que la première fois, alors lui, en principe, celui-là, le GPT-3 et lui, c'est presque la même chose. Le tout nouveau, c'est vraiment celui-là, le GPT-4. Et donc, nous, on va par exemple partir sur la thématique du jour. Donc, alors, ça, c'est très fétiche chez moi. Avant de l'utiliser, je le salue. Non pas parce que je devrais le faire, mais parce que, comme je dis, pour moi, il faut le prendre comme étant un enfant. Et un enfant à qui vous apprenez des choses. Lorsque vous éduquez un enfant, l'une des choses les plus importantes, c'est le contexte. Le contexte est super important parce que c'est lui qui va littéralement définir le reste d'une discussion, par exemple. Donc, moi, je commence toujours par le saluer. Voilà, ça, c'est mon petit fétiche à moi. C'est un de mes... voilà, vous avez compris. Ensuite, je lui mets le contexte. Donc, nous allons parler du droit et du smart contract et plus spécifiquement du ERC 721 de Ethereum. Voilà. Là, je viens littéralement de faire mon intro, de lui dire plus spécifiquement ce sur quoi nous allons discuter. Et je peux même être encore beaucoup plus spécifique en disant dans le cadre du droit français. Voilà. À partir de là, il va me faire comprendre qu'il a littéralement compris ma demande. Et donc, moi, en tant qu'expert dans mon domaine, donc je suis expert juridico-technique, donc j'ai l'aspect technique, donc avec la compréhension de cet écosystème qu'est la blockchain et plus spécifiquement la blockchain Ethereum, mais j'ai également la compréhension du droit. Et donc, il me donne un certain nombre d'éléments que moi, je vais me mettre littéralement à vérifier pour m'assurer que j'ai littéralement j'ai le bon contexte. Donc, déjà, il me donne les premières parties pour me faire comprendre qu'il a compris. Ensuite, il va d'abord me parler du ERC 721. Il précise que c'est un standard. Est-ce que moi, je l'avais précisé plus haut? Non, je ne l'ai pas précisé. Par contre, vu que je sais que je suis expert dans ce domaine-là, bien littéralement, lorsqu'il me met le standard ERC 721, je valide sur le fait que nous sommes sur la même longueur d'onde. Un protocole de Ethereum, je valide littéralement que nous sommes sur la même longueur d'onde. Création et gestion de tokens non fongibles entre parenthèses NFT, je valide, d'autant plus qu'il ajoute NFT unique et non interchangeable. OK?
Et il me dit que littéralement, les NFT ont gagné ces dernières années en popularité, notamment dans le domaine de l'art numérique. Donc, aujourd'hui, en tout cas, les NFT qui ont énormément permis de comprendre ou de découvrir le monde des NFT sont principalement sur la blockchain Ethereum. Nous avons les Bored Ape. Nous avons également les fameux chats. J'ai complètement oublié leur nom en français. Nous avons un certain nombre d'éléments. Voilà. Donc, on a connu les NFT parce qu'il y a eu l'explosion de tout ce qui est art numérique, collection virtuelle, etc., etc. Maintenant, il me spécifie que notre discussion, comme je le lui avais demandé, sera dans un cadre du droit français. Droit français qui va en principe s'intégrer dans le cadre dans le cadre juridique existant du droit français. Je tiens à spécifier, bon, j'avoue que mon chat, en tout cas tel qu'il est fait, il est un peu différent des autres chats que vous allez rencontrer parce que je l'ai personnalisé à partir d'un certain nombre d'outils. Par exemple, je peux lui permettre d'accéder à Internet en allumant, littéralement en cliquant là. Quand je clique ici, il a accès immédiatement à Internet. Donc, moi, je ne veux pas qu'il ait accès à Internet parce que quand il a accès à Internet, le type de réponse qu'il va me donner pour la même question va être complètement différent parce que les résultats ne vont plus être les résultats de 2021, mais ça va être plutôt des résultats actuels, avec des sources, par exemple, actuelles. Et cet accès à Internet pour ChatGPT, c'est un accès qui est possible à faire, notamment si c'est une extension Google. Si je n'oublie pas, mettez-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Comme ça, je pourrais l'ajouter en commentaire tout à l'heure, ou du moins, en tout cas cette semaine. Comme ça, vous pourrez aller le télécharger, l'utiliser. Mais voilà, ce n'est pas un conseil que je vous donne. Voilà, je partage avec vous les outils que j'utilise et qui me permettent très, très rapidement d'adopter et de maîtriser ce nouveau monde dans lequel nous sommes. Voilà. Donc, très, très rapidement, en France, la propriété intellectuelle est protégée par le Code de la propriété intellectuelle, la CPI. Donc, voilà, on recommence depuis le haut. Donc, il y a plusieurs aspects à considérer pour comprendre les NFT et le smart contract URC 721 qui va s'intégrer au droit français. Il y a d'abord la propriété intellectuelle. Donc, c'est littéralement pour les étudiants ou bien les professionnels spécialisés en propriété intellectuelle. Ensuite, il y a le droit des contrats. Les smart contracts peuvent être considérés comme des contrats électroniques. Selon le Code civil français, un contrat électronique est valable s'il satisfait aux conditions de formation du contrat telles que le consentement, la capacité, l'objet et la cause. Les smart contracts peuvent donc être juridiquement reconnus en France s'ils répondent à ces conditions-là. Et aujourd'hui, c'est littéralement possible. J'ai des clients ou même j'ai eu des clients qui m'ont demandé de transformer leur beau leur contrat beau en smart contract beau. Littéralement, un contrat buy en smart contract buy. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est de s'assurer que littéralement, leur smart contract correspond ou bien correspondait bien aux conditions de formation du contrat. Est-ce qu'il y a consentement? Consentement qui sous-entend qu'il y a d'abord KYC. KYC pour reconnaître la personne qui va utiliser le contrat. Ensuite, capacité de la personne. Est-ce que la personne a 18 ans et plus et donc est responsable d'elle-même ou bien elle a, comment on appelle ça? Elle n'a pas 18 ans, par exemple, elle a 16 ans, mais elle a reçu, elle est, j'ai oublié le mot qu'on utilise, je m'en souviens uniquement en russe, donc
on le passe un peu à la trappe, mais est-ce que cette personne est capable juridiquement d'agir en son nom propre, même si elle n'a pas la majorité, l'objet et la cause. Tout ça, ce sont des éléments qui littéralement on fait apparaître le plus facilement du monde possible via le smart contract. Comme je vous le disais tout à l'heure, clause condition, fonction condition. La différence, c'est le langage et le système, ou du moins et le support sur lequel on met en place ces relations contractuelles. Donc, droit des contrats, OK, droit des obligations. Les smart contracts URC 621 peuvent engendrer des obligations pour les parties concernées, telles que l'obligation de transférer la propriété. Rappelez-vous tout à l'heure de la fonction ou bien de la clause dont je vous ai parlé, qui est la fameuse clause transfert, safe transfer from. Donc, la propriété d'un NFT ou de payer un prix en échange. Et ce NFT, justement, on ne connaît pas exactement ce que nous appelons son sous-jacent. Ça peut être un board ape, donc ça peut être un art virtuel, tout comme ça peut être un bien numérique. Donc, si je veux acquérir, enfin, ça peut être plutôt un bien réel, pardon. Si je veux acquérir une maison, en utilisant le ERC 721, ben, si je paye la valeur de la maison, eh bien, je reçois comme preuve de propriété ce NFT qui représente ce bien dans mon porte-monnaie à moi. Et donc, ces obligations doivent être conformes aux règles énoncées dans le Code civil français pour être juridiquement exécutoires. Régulation financière, je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. On pourra parler un peu plus tard, si vous voulez, de la finance décentralisée, la DeFi, Decentralized Finance. En un mot, aujourd'hui, les NFT, on peut les utiliser en tant qu'actifs numériques et qui peuvent être soumis à la régulation financière. Aujourd'hui, on a des bored apes qui sont des NFT qui se vendent à des milliers d'euros. Si je suis en possession d'un bored ape et que, par exemple, je le fractionne en plusieurs, supposons qu'il coûte 100 000 euros et que je le fractionne en des valeurs de 10 000 euros et que je m'en garde la moitié, soit 50 000 euros, et je vends le reste de ce board ape que j'aurais fractionné, eh bien, chaque personne qui va être en possession d'une partie de mon NFT, eh bien, sera responsable au prorata de ce qu'il va posséder comme valeur du total de ce NFT qui représentera ce board ape, mais également qui peut représenter une maison, une voiture de luxe ou de collection, une montre, etc., etc. Et donc, l'AMF va s'en mêler, qu'on le veuille ou non. Et si l'AMF s'en mêle quelque part, c'est que MICA va s'en mêler également. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit noir sur blanc que MICA également, que les NFT sont régulés par MICA, qu'il n'en est pas le cas. Le mot NFT, il va disparaître de plus en plus. Par contre, ce qui va être très, très important, c'est de faire en sorte que à chaque fois qu'une personne, donc qu'un entrepreneur vient, lorsqu'il vous pose la question de comment est-ce que je réagis lorsque j'utilise, par exemple, le NFT pour représenter un produit qui pourra être considéré comme financier, eh bien, quelle est la procédure? Eh bien, il n'y a pas de différence que ce soit un NFT, donc le ERC 721 qui a été utilisé, ou le ERC20, le token fongible qui a été utilisé. Il va falloir que vous passiez le PSAN. Il va falloir donner des comptes, rendre des comptes à l'AMF. Pourquoi? Parce que c'est un produit financier. Par exemple, on a eu un client qui voulait faire de la facturage avec des NFT. Comment est-ce qu'on se prend dans cet ordre d'idée? Pourtant,
aujourd'hui, quand on regarde le produit, on ne dit pas que c'est un produit NFT. On dit que c'est de la facturage. Point final. Donc, vous voyez, littéralement, si vous n'avez pas connaissance de la différence entre un smart contract ERC 721 et un smart contract ERC 20, et que vous entendez dire que j'ai utilisé un NFT pour créer un produit financier, vous pouvez à tort conseiller votre client de ne pas s'inquiéter parce qu'il a utilisé le NFT. Et ça, c'est complètement faux. Si vous êtes son avocat, si vous êtes son représentant, sa défense légale, et que je suis en face de vous, je vais vous fumer et je n'aurai même pas pitié. Et ça, c'est quelque chose que je dis depuis le début. Je m'excuse de le dire de cette façon-là, mais on s'en fiche du standard qui a été utilisé. Si c'est un produit financier qui a été créé, que ce soit sous forme de NFT, donc du token non fongible, ou du FT, du token fongible, ça va être sous la mandature de MiCA. Donc, il va falloir aller chercher, que vous le vouliez ou non, le PSAN. Sûr et certain, à 100%. Ensuite, il y a la fiscalité. Bon, ici, je ne vais pas trop m'attarder. Je pense qu'on pourra justement inviter Maître Osni à venir nous partager son expérience en termes de fiscalité, que ce soit en termes de NFT, par exemple. Voilà. Donc, juste en posant cette question-là, voici tout ce que ChatGPT a pu nous donner comme information et que je valide à 100%. Et je pense même que ça, il s'est vraiment arrêté à... il nous a vraiment donné quelques infos. Ça ne couvre pas la totalité de ce que je connais en termes de droit. Voilà. Donc, comme je vous le disais, au niveau du prompt, être poli, ça c'est la base de tout, si on veut être bien accueilli quelque part, mettre en place le concept et être très spécifique dans sa demande. Et en principe, quelle que soit l'IA que vous avez en face de vous, l'IA va tout faire pour vous apporter le plus d'informations avec la plus grande acuité possible, ou en tout cas suivant son modèle. Voilà. J'aimerais bien continuer avec vous, mais je pense qu'on va s'arrêter là. La prochaine intervention qui va être sur sur le smart contract de Société Générale, avec lui, on aura cette possibilité de pouvoir approfondir notre analyse et notamment analyser certaines clauses, certaines fonctions, analyser en interne, en allant beaucoup plus approfondi chaque condition de ces fonctions ou bien de ces clauses-là pour nous rendre compte, un, qu'on a changé de monde et surtout, deux, qu'en utilisant les smart contracts, on peut violer les droits humains en pensant faire du bien. Et justement, on en profitera pour parler de l'article 32 de la Data Act. On en profitera pour parler du document de la CPR qui aujourd'hui pose une et unique question. Qu'est-ce qu'on fait avec le smart contract? Je pense que déjà vous, en tant que juriste, vous pouvez commencer à vous faire une idée de la façon dont il va falloir procéder pour se préparer à ce futur. Est-ce qu'on aura un organisme central qui va créer des smart contracts et va les mettre à la disponibilité des juristes et des experts du chiffre? Je ne pense pas que ce soit ce que vous désirez parce que là, à supposer qu'il y a qu'une agence équivalente à la CNIL est créée pour littéralement être là pour créer des smart contracts, une agence publique
ce sera une violation inimaginable. C'est comme si vous étiez là en tant qu'avocat et vous dites à l'État de vous fournir les différents contrats pour que vous puissiez faire votre travail. C'est littéralement à ça. Si on a une agence de main qui est là pour fournir des smart contracts, ça va être catastrophique. Un cabinet d'avocats doit être en mesure de créer ses propres smart contracts parce qu'il a des devoirs envers ses clients. Un office notarial doit être en mesure de créer des smart contracts pour ses certifications et tout son travail parce qu'il a ses devoirs devant ses clients. Un cabinet d'experts comptables doit être en mesure d'avoir ses propres smart contracts parce qu'il a des devoirs devant ses clients. Voilà. Donc, vous comprendrez beaucoup plus profondément lorsque nous ferons la prochaine, le mercredi prochain, lorsque nous allons parler du smart contract de la Société Générale qui pose beaucoup de questions. Voilà. Et peut-être que vous comprendrez justement pourquoi il y a eu énormément de bruit dans l'écosystème blockchain qui ont rejeté littéralement la proposition de Société Générale. Voilà. Je pense qu'on s'arrête littéralement ici. Et moi, je vous revois la semaine prochaine. Donc, je ne puis que vous dire une chose. Merci beaucoup d'avoir assisté, d'être resté jusqu'au bout. Voilà. Donc, le dernier des éléments, c'est la formation, la formation, la formation. Et comme je le disais, il y a DeepFab, c'est plus de 100 vidéos. Faites-vous plaisir. Vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Je vais y répondre autant que possible. Nous organisons également des formations, que ce soit des formations en propriété intellectuelle et NFT avec Maître Kessi. On en a parlé récemment dans nos différentes conversations du vendredi de 12h45 à 12h30, pardon, à 13h30. Le prochain, je pense que vous l'avez vu. Dans les prochaines heures, les prochains jours, vous allez voir également le prochain sujet sur lequel nous allons travailler. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Alors, très, très rapidement, les commentaires que nous avons eus aujourd'hui. Brillant exposé. Merci beaucoup, Shadrach. OK. Ouais. Voilà, ça arrive. Ce sera avec plaisir. Alors, y a-t-il des manuels pédagogiques ou autres sur ce sujet? Alors, j'ai déjà parlé de ma chaîne YouTube. J'ai également sorti un livre il y a une année et demie, que vous trouverez sur Amazon, que vous pouvez acheter sur Kindle. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Je suis en train d'écrire un deuxième livre qui va littéralement se focaliser sur les contrats dans le sens de du smart contract. Si tout va bien, le livre devrait être sorti à la fin du mois, enfin, pardon, à la fin de cette année, maximum. Voilà. Voilà, ça fait plusieurs petites choses à la fois. Donc, je vous demande d'être un peu plus patient. Sinon, dans la littérature, je vais essayer de... Alors, j'ai déjà publié un certain nombre de livres. La plupart sont malheureusement en anglais. C'est rare de pouvoir trouver un bon livre en français, surtout venant d'un point de vue purement juridique et qui va dans le sens de la construction. La plupart des livres qui me sont tombés dans les mains et que j'ai lus, c'est toujours la même dégaine. Oui, on essaie aujourd'hui d'obliger les juristes à se former, à
à devenir des codeurs, ce n'est pas leur boulot. Leur boulot, c'est d'écrire des contrats, etc., etc. Voilà. Si j'arrive à trouver un bon livre qui traite de ces sujets sans tomber dans le négatif francophone, parce que c'est littéralement ce que j'ai vu, je parle russe, de l'autre côté, comme du côté purement anglo-saxon, ils sont plutôt positifs sur le sujet. Ils savent que ça va être naturellement la prochaine évolution du droit. Mais ici, encore dans l'espace francophone, non, on veut d'abord entrer dans la négation et lorsqu'on va se rendre compte que tout a été ramassé par les anglo-saxons et les Russes, ou du moins les Slaves, et que ce qui reste, c'est juste utiliser leurs services, on sera là, ah, finalement, on est à nouveau sous embargo informatique, on n'est pas indépendant, il faut qu'on crée des bibliothèques franco-français de smart contract. Non, c'est maintenant qu'il faut le faire. On sort du négativisme, on sort de la critique et on va dans la construction. Voilà. Donc, je vais essayer de publier tout au long du mois les bouquins que je trouve assez pertinents pour les juristes. Mais j'ai déjà publié un sur mon profil personnel. Est-il possible d'apprendre sans être informaticien comment réaliser un protocole? Oui, oui, littéralement. Littéralement. Et nous faisons chez DeepFab, en tout cas, nous vous accompagnons sur ce sujet-là. Nous vous formons à 100% sur l'aspect à la fois juridique et à la fois technique. Donc, écrivez-moi en privé et comme ça, je pourrai vous montrer les différentes formations. Et surtout, voir qui vous êtes professionnellement et qu'est-ce qui est pertinent pour vous à cette étape de l'évolution de l'écosystème et comment vous projetez. Parce que ce que je suis en train de dire à mes anciens étudiants et même aux étudiants que j'ai, c'est vous finissez la formation avec moi, vous vous lancez dans une thèse. Que cette thèse soit une thèse professionnelle ou bien que ce soit une thèse, alors je ne sais pas comment on dit ça, une thèse universitaire. Mais je vous en prie, lancez-vous dans des thèses. Vous serez les premiers sur un sujet bien spécifique. Vous serez l'expert vers qui tout le monde va se tourner pour dire « éclaire-nous de tes lumières parce que nous, on ne comprend pas ceci ». Et ça, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 5 ans, c'est dans 2-3 ans maximum. Si l'ACPR commence à dire « il faut qu'on trouve un moyen de réguler le smart contract », c'est que c'est déjà là. Si la Data Act, qui est censée être avoir une sortie majeure d'ici septembre 2023 est en train de dire qu'il faut mettre une clause d'arrêt du smart contract, est en train de le dire au niveau de l'Union européenne, c'est que c'est maintenant. Voilà. C'est possible d'apprendre à coder. Enfin, à coder. C'est possible d'apprendre, de comprendre le protocole ERC 721 sans être informaticien à 100%. Voilà. Et puis, nous, au niveau de DeepFab, justement, nous sommes en train de mettre en place une bibliothèque qui va être utilisée par les différents professionnels, sachant que pour le moment, les professionnels vraiment que nous visons, c'est du chiffre et du droit et les entreprises. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je laisse couler quelques 10, maximum 15 secondes. Et si vous n'avez pas de questions, on va se séparer sur ces mots-là. Je vous demanderai de partager la vidéo. C'est super important pour moi. Il faut que nous grandissions en termes de communauté. Il faut que nous fassions écho pour que nos collègues puissent se rendre compte qu'il ne faut plus vivre sur un petit nuage, mais vraiment se mettre dans le 21e siècle, dans le droit du 21e siècle. Voilà, donc partagez, commentez, likez, je compte sur vous. Et je vous dis bien sûr, merci beaucoup pour votre participation. Voilà, on est à la fin de notre exercice pratique. Donc, pour la semaine prochaine, l'exercice que nous allons faire, comme vous l'avez compris, ça va être d'analyser ensemble
les aspects techniques et juridiques du smart contract qui a été fait par Société Générale via sa startup blockchain qui s'appelle Forge, et relever les parties assez bizarres, les analyser juridiquement et se poser une seule question: est-ce que ça, ce serait possible dans notre monde du papier? Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes, et à vendredi pour la conversation avec Maître Kessi. À très vite.